24 TV. Toko toujours quand ezalaka. C'est Lola. Ba chaîne nyonso Na défaut. Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes. Vous passerez un bon moment de télé avec nous. IN24 Melbourne en collaboration avec le grand journal d'Éric Mwamba. Nous revenons sur le Congo. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences de la défaite diplomatique du Rwanda face à la RDC. Nous disons toujours la diplomatique agissante de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et dans l'optique de la RDC, il y aura plusieurs conséquences et Éric Mwamba nous parlera de tout ça. Vous savez, c'est un chevronné dans cette matière. Il vient toujours nous dire des choses, de nouvelles choses qui vont arriver. Après, souvent on dit il est toujours dans les secrets du roi. Bonjour Éric Mwamba. Bonjour cher Denis. Mais comment vous allez Éric Mwamba? Oh, mais très bien. Bonjour à tous ceux qui vont regarder notre émission. Vous savez, les gens ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup dit sur la dernière émission, ils ont beaucoup apprécié, surtout qu'on a parlé de la résolution 2773. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos internautes de quoi s'agit-il avec cette résolution? La résolution 2773, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ne pas confondre avec les résolutions de l'Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale des Nations Unies peut aussi prendre des résolutions. Ici, nous sommes dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe suprême du maintien, du rétablissement et de l'imposition de la paix à l'échelle planétaire. C'est cet organe-là qui a pris la résolution 2773 qui oblige le Rwanda et le M23 à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo, puisque la résolution affirme l'intangibilité de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Faute de respect de cette résolution, le Conseil de sécurité se réserve le droit de prendre d'autres mesures. Mais nous allons parler dans cette émission, il ne faudrait pas que la RDC dorme sur ses lauriers. C'est pourquoi je voulais poser la question. Quels sont les avantages de cette résolution? Parce qu'à un moment, les gens se disent que, ben, écoute, c'est quoi ça? Pour le commun des mortels, les gens qui ne connaissent pas, pour le maman qui va au marché, pour tous nos élèves de l'école primaire, quels sont les avantages d'avoir une résolution? La résolution, c'est comme si nous étions dans un tribunal. Si nous étions dans un tribunal normal, une personne X qui va accuser une personne Y et le tribunal prend un jugement. Donc le tribunal rend un verdict. Lorsqu'on rend le verdict et que la personne est condamnée, par exemple, de manière ferme, la personne peut aller en prison. Ou soit la personne peut payer les amendes ou faire les deux. Payer les amendes et aller en prison. Mais ici, nous sommes dans le droit international qui concerne les États. Nous sommes dans le droit des États. Les États ne sont pas des personnes physiques. Donc on ne peut pas, dans le cadre des crimes commis par le Rwanda en République démocratique du Congo, par exemple, on ne peut pas arrêter le Rwanda, puisque ce n'est pas une personne physique. Donc ce que le Conseil de sécurité pouvait faire dans le cadre du droit international qui régit les rapports entre les États, c'est condamner le Rwanda à travers une résolution qui a la valeur juridique d'un jugement. Et l'avantage pour la République démocratique du Congo, c'est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un outil, un instrument, on peut dire une arme, qui lui permet d'exercer des pressions, puisqu'il ne faut pas, dans le cadre des conflits entre les États, tout attendre de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité vient de faire sa part. C'est vrai que le Conseil de sécurité doit veiller à l'application de ces résolutions, mais il appartient aussi aux citoyens congolais et au gouvernement congolais, désormais en ayant cet outil, en ayant cet instrument, d'exercer des pressions pour que cet outil, cet instrument, cette résolution du Conseil de sécurité soit exécutée. Comment la République démocratique du Congo pourra, le gouvernement de la République démocratique du Congo pourra tirer profit de cette résolution? Comment vous pensez qu'il pourrait tirer profit? Parce que je pense que les gens se disent qu'il n'y aura rien, on dit toujours ça. Et ils ne vont rien faire. Peut-être qu'il y a de l'impasse, les gens s'assoivent et disent que la République démocratique du Congo va être aidée afin qu'ils puissent tirer profit de ce qui se passe. Comment ils vont tirer profit de ça? Bon, les gens qui disent qu'il n'y aura rien, c'est parce qu'ils confondent les natures, parce que les résolutions ont différentes natures. Lorsqu'on a déployé la mission des Nations Unies, la MONUSCO,
par exemple, qui était d'abord la MONUC, qui est devenue la MONUSCO, c'était à travers une résolution qui a institué cette mission des Nations Unies comme étant une mission d'observation. La mission d'observation, c'est-à-dire elle n'a pas reçu le mandat de combattre, par exemple. Elle doit observer, puisqu'il y avait un cessez-le-feu qui était signé entre les belligérants. La mission des Nations Unies, la MONUSCO, la MONUC, qui est devenue la MONUSCO, a été déployée pour observer, pour voir si les belligérants respectent les cessez-le-feu et pour voir si les belligérants respectent les droits de l'homme, la protection des civils. Vous voyez, donc c'est une mission d'observation. En français facile, on peut dire ils sont là pour regarder, pour jauger, pour surveiller. Oui. Mais ici, la résolution a un caractère contraignant, donc un caractère exécutoire immédiatement. C'est-à-dire que aucun pays du monde ne peut aider le M23, aucun pays ne peut aider le Rwanda. Par exemple, si le Rwanda persistait. Mais ce qui va se passer après, c'est que si le Rwanda et le M23 n'obtempèrent pas et que le peuple congolais et le gouvernement congolais continuent à brandir, à faire pression, ce qui va se passer, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU va prendre une autre résolution en utilisant ce qu'on appelle le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour imposer, donc déployer une mission d'imposition de la paix, c'est-à-dire que cette mission d'imposition de la paix a le mandat de combattre. Donc s'il y a des troupes sur les terrains, par exemple le M23 et l'armée rwandaise qui combattent contre l'armée congolaise sur les terrains, la nouvelle mission d'imposition de la paix, imposition de la paix, va avoir des troupes qui viendraient d'autres pays. C'est dans ce sens-là qu'on a vu, par exemple, on l'a dit ici, lors de notre dernière émission, on a vu le ministre de la Justice, par exemple Constant Moutamba, qui est allé au Mali, et on a vu le ministre de l'Intégration qui est allé au Tchad. Donc le Conseil de sécurité aura besoin de troupes, puisque les Nations Unies n'ont pas d'armée. Ils utilisent les armées des pays membres. Donc il faudrait que la République démocratique du Congo puisse anticiper, négocier avec les pays amis de façon que quand le Conseil de sécurité aura besoin, que ces pays amis-là puissent mettre leurs troupes à la disposition du Conseil de sécurité. C'est de cette façon-là que la RDC peut tirer profit de cette résolution. C'est une aubaine pour la RDC, mais il faudrait que... Palpablement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour l'instant? Par exemple, au niveau de la diplomatie, au niveau de l'organisation interne, parce que de l'autre côté, les territoires sont occupés. Oui, au niveau de la diplomatie, les États, les puissances occidentales, par exemple, ont peur de la population. Quand le peuple se met en colère, il faut reconnaître que l'un des facteurs qui a fait que les choses s'accélèrent sur le terrain et qu'on parvienne même à avoir cette résolution, c'est le fait qu'il y a eu des manifestations des Congolais aussi bien au pays, rappelez-vous, à Kinshasa, qui ont même attaqué les ambassades des pays occidentaux et même partout dans la diaspora et surtout dans des pays où il y a des fortes concentrations des citoyens congolais tels que la France, la Belgique, les États-Unis, etc. Les puissances occidentales ont peur de la population lorsque la population se met en colère, et la RDC est un pays qui a plus de 100 millions d'habitants. La plupart de ces pays n'ont pas cette pression démographique. Donc, il faut que les citoyens congolais continuent à maintenir la pression, qu'ils arrêtent de dire non, les résolutions, c'est juste pour nous berner. Non, la résolution, c'est comme si nous revenons au cas d'un tribunal. Un tribunal rend un verdict en ta faveur, mais le jugement n'est pas exécuté. Tu dois suivre au niveau du greffe pour faire exécuter. Oui. Ça doit faire, il faut qu'il y ait des pressions internes. Dans un tribunal normal, lorsque tu obtiens un jugement en ta faveur, tu dois faire le suivi pour que le jugement soit exécuté. Donc tu dois suivre au niveau du greffe. Par exemple, si nous étions dans un tribunal de grande instance, au tribunal de la cour d'appel, par exemple, et qu'il y a un jugement en ta faveur,
il y a beaucoup de jugements qui sont rendus, mais qui sont restés lettres mortes, tout simplement puisque les personnes en faveur desquelles les jugements ont été rendus ont pensé que les choses se font comme une lettre qui passe à la porte. Donc, à la poste, il faut faire pression pour obtenir l'exécution de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, de même que les justiciables normaux font les suivis pour que les jugements en leur faveur soient Donc là, le gouvernement est saisi, donc le gouvernement pourrait faire la pression. Là, on ne demande pas comment ils vont le faire, parce que c'est un peu, à un moment, ça devient un peu ambigu. Parce qu'il faudrait peut-être faire la pression sur la population. Il faut que les Congolais réagissent partout où ils sont. Exact. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais afin qu'on parte dans des conséquences, mais il y a quand même eu beaucoup de sanctions. Il y a eu fleuve de sanctions contre le Rwanda. Vous pensez que c'est motivé par quoi? Parce que je vois, dernièrement c'était le Canada, je crois. Oui, le Canada, l'Allemagne, les Luxembourg qui hésitaient. Des sanctions qui pleuvent en fait, contre le Rwanda. Oui, exactement. Mais c'est la diplomatie. Le président Félix Tshisekedi, je pense qu'il faut encourager le président Félix Tshisekedi à continuer à faire un bon casting. Parce que la nomination de Madame Kaikwamba Wagner et Constant Mutamba montre que le président a fait un bon casting. J'ai suivi un prisonnier politique qui est sorti de prison, Mike Mokeba, qui a reconnu que les conditions carcérales se sont beaucoup améliorées. Ouais. Il a attribué ça au travail du ministre Constant Mutamba. Mais Constant Mutamba n'est pas tombé du ciel. Il a été nommé par le président Félix Tshisekedi qui a fait un bon casting. Je rappelle que quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, dans son discours du mois de mars 2019, il a dit qu'il va confier la justice à des personnes intègres. Après, il y a eu beaucoup de ratés. Mais avec Constant Mutamba, il y a des prisonniers politiques, des hommes politiques, hein, pas des prisonniers politiques, c'est différent. Ouais, un homme politique n'est pas forcément un prisonnier politique. Donc il y a des anciens prisonniers qui témoignent que depuis que Constant Mutamba est là, les conditions se sont beaucoup améliorées. De la même manière, la ministre Wagner Kaikwamba a fait avancer la diplomatie, a fait avancer notre diplomatie. Elle fait bien son travail, bien qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut améliorer. C'est grâce à cette diplomatie que d'aucuns ont qualifié d'agissante qu'on a ces résultats. Mais c'est aussi grâce au travail du peuple congolais. Le peuple congolais qui a fait des pressions, le peuple congolais qui n'a pas accepté que le Rwanda franchisse le Rubicon. Le Rwanda a franchi le Rubicon en attaquant la ville de Goma et la ville de Bukavu, par exemple. Et les différents rapports des experts des Nations Unies ont reconnu qu'il y a des troupes rwandaises sur le terrain. Donc, cette erreur du Rwanda, le Rwanda qui était un enfant gâté des puissances occidentales, a commis l'erreur aujourd'hui d'avoir, il y a quelques heures, leur représentant aux Nations Unies a démissionné. Le représentant aux Nations Unies a démissionné puisqu'il n'est pas à la hauteur, il n'arrive pas à suivre la force de frappe de la diplomatie actuelle. Voilà, comme dans notre émission, c'est les conséquences de la défaite diplomatique du Rwanda. Alors, parlons, quelles sont ces conséquences maintenant pour que nous tous, soit les opposants, évidemment, et même les médias, pour que nous puissions savoir quelles sont les conséquences de la défaite diplomatique du Rwanda. Aujourd'hui, cher Denis, il est un fait que le Rwanda a échoué sur le plan diplomatique. Puisqu'on peut gagner la guerre à travers l'action militaire sur le terrain, mais aussi on peut gagner la guerre à travers une action politique et diplomatique. Oui. D'ailleurs, la plupart des guerres, même la Deuxième Guerre mondiale, a pris fin à travers la diplomatie, à travers la politique. Aujourd'hui, la RDC a remporté une victoire écrasante sur le plan diplomatique. Mais il y aura des conséquences énormes. Une de ces conséquences, ou je dirais la première conséquence à laquelle il faut faire très attention, c'est sur le plan de la sécurité interne. Puisque le Rwanda va désormais apprendre à marcher sur les œufs, mais sans les casser, bien sûr. C'est-à-dire que le M23 va travailler pour devenir un mouvement 100% congolais. C'est ça la première conséquence. C'est-à-dire, vous voyez que
dans tous les territoires qui sont occupés par le M23, y compris les grandes villes de Goma et de Bukavu, le M23 transforme les forces de défense et de sécurité de la RDC en ses propres forces. C'est-à-dire les FARDC, la police, les services de renseignement appartenant à la République démocratique du Congo sont désormais au service du M23. C'est-à-dire l'armée rwandaise, fort de la résolution et des sanctions, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le Rwanda aura du mal à avoir des moyens pour faire la guerre. Le Rwanda, puisque le budget du Rwanda est constitué à 50% de l'aide internationale et à 50% de l'argent volé, des pillages des ressources de la RDC. D'où le Rwanda va retirer ses troupes pour montrer que le Rwanda exécute la résolution et respecte les sanctions. Ça va lui permettre de renégocier ses relations avec ses partenaires. Parce que les négociations ou les renégociations vont se faire sur le plan bilatéral. Alors, la première conséquence, c'est sur le plan sécuritaire. Le M23 va devenir petit à petit un mouvement 100% congolais. Or, on sait qu'une rébellion interne aura le droit de négocier avec le gouvernement. Ouais. Donc, s'ils occupent, comme ils occupent par exemple les deux provinces du nord et du sud Kivu, s'ils occupent d'autres provinces en démontrant que désormais il n'y a plus de troupes rwandaises sur le territoire congolais, le M23 va légitimer son action. Ils peuvent même changer de nom puisque la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies mentionne aussi le M23. Donc ils peuvent changer de nom et prendre un autre nom pour montrer que c'est un nouveau mouvement. Ce n'est pas le même mouvement qui était condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais c'est désormais le nouveau mouvement. Pour éviter cela, on a un défi. Le premier défi, c'est la gestion du temps. Comment on gère le temps? Comment la RDC, le gouvernement et la population gèrent le temps pour faire en sorte que cette résolution soit appliquée, que l'armée rwandaise se retire au même moment que le M23 et que l'État redéploie son autorité sur l'ensemble du territoire national. Mais comment est-ce que le M23, qui est pratiquement un mouvement jusque-là, un mouvement congolais, une rébellion congolaise, si vous dites qu'à la fin, ça restera un mouvement congolais, ils vont se retirer comment? Ils vont se retirer pour aller où? Pour le moment, le M23 est reconnu comme étant au terme de la résolution, puisqu'aujourd'hui nous parlons avec un cadre juridique, puisqu'avant on parlait comme ça en l'air. Aujourd'hui on a un cadre juridique qui reconnaît le Rwanda comme ayant fait traverser son armée des frontières de la RDC, c'est-à-dire nous sommes dans un cas au terme du droit international d'agression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Du coup, le M23 devient un mouvement supplétif de l'armée rwandaise. Quand l'armée rwandaise se retire, le M23 se retire aussi. Si les personnes congolaises qui composent le M23 se considèrent véritablement comme étant des Congolais, ils seront démobilisés et ils vont redevenir des civils comme n'importe quel autre civil. Mais non, ça va se faire par la force ou ça va se faire comment? Parce qu'à un moment, avant que les Nations Unies envoient des troupes, il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire, je voulais dire, comment la RDC pourrait gérer cette première conséquence qui est cruciale. Parce que là, vous avez un mixage entre Rwanda et les Congolais, évidemment, qui sont dans M23. Comment les Congolais peuvent gérer cette situation afin d'obtenir ce que vous dites, c'est-à-dire le retrait. Nous savons que le Rwanda va rentrer parce qu'il ne sera pas en mesure de supporter ou de soutenir la guerre. Mais les M23, comment, quand ils vont résister avec les armes qui vont rester, qu'ils ont quasiment eu des troupes congolaises qui ont fui et puis de l'armée rwandaise. Parce que c'est un piège qui est là-dedans. Comment la RDC pourra gérer cette... La RDC, au terme de la résolution des Nations Unies et de toutes les sanctions, en principe, je parle du principe, le M23 et l'armée rwandaise n'ont pas le droit d'attaquer les forces de défense et de sécurité de la RDC. Mais
ces dernières, donc ces forces de défense et de sécurité de la RDC, les FARDC, par exemple, ont le droit d'attaquer quiconque se trouve sur son territoire. C'est-à-dire, dès que l'armée rwandaise se retire, la RDC, même si elle ne se retire pas, et qu'aujourd'hui, la RDC, se trouvant en situation de légitime défense, engage des combats, puisque l'armée s'organise, engage des combats, les FARDC ont le droit de chasser les forces qui ne sont pas invitées sur son territoire et qui se trouvent aujourd'hui fragilisées par toutes ces sanctions, par cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils n'auront pas la capacité de faire des combats sur le territoire de la RDC avec les FARDC. Mais les FARDC, c'est de leur responsabilité de chasser par la force toute armée ou tout mouvement rebelle qui se trouve sur son territoire. Voilà, parce qu'on avait dit qu'il y a beaucoup de conséquences. La deuxième conséquence, ainsi que la façon de la gérer. Oui. Il y a d'autres conséquences, oui. C'est sur le plan commercial. C'est-à-dire, le Rwanda a des accords commerciaux. Vous avez suivi qu'à part la résolution qui porte purement sur le plan sécuritaire, il y a des accords commerciaux qui sont rompus ou qui sont suspendus. Par exemple, sur le plan des minéraux, les minéraux qui sont exploités frauduleusement à travers la contrebande qui est installée par le Rwanda dans les territoires que son armée contrôle. Aujourd'hui, les minéraux qui sont extraits sont vendus à travers au moins 10 compagnies dans le monde qu'on appelle les compagnies, les majors, qui ont besoin des minéraux pour leur industrie. Par exemple, que les compagnies, les multinationales qui fabriquent les téléphones portables, qui fabriquent les ordinateurs, qui fabriquent des batteries pour des véhicules électriques, l'industrie des armes, toutes ces compagnies qui ont des accords commerciaux avec le Rwanda ne pourront plus être approvisionnées. En minerais, par exemple. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi qui devrait, à mon sens, être géré ou être comblé par la RDC. Puisque la RDC a toujours clamé, a toujours crié, clamé haut et fort que n'achetez pas chez le voleur, venez acheter chez moi. Aujourd'hui que le voleur est mis en situation est mis en veilleuse, est mis dans l'incapacité de commercer, hein, de fournir des biens et services à ses clients. Donc les clients risquent de se retourner vers vous. Vers vous, voilà. Pour que vous puissiez approvisionner. Puisqu'il faut que les usines continuent à fonctionner. Je rappelle que les usines fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et les entreprises n'accepteront pas de tomber en faillite puisque la RDC n'est pas à mesure de livrer. Or, ici, je rappelle un principe sacro-saint en relations internationales qui dit les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des amis. Ils n'ont que d'intérêt. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des chômages. Si les entreprises tombent en faillite, puisque le Rwanda n'arrive pas à livrer, puisqu'il faut savoir que la plupart de ces minéraux viennent de la RDC. Si ces entreprises ont désormais des difficultés, des trésoreries, ils n'arrivent pas à garantir leur système, puisque le Rwanda n'est plus en mesure de fournir, il faut que la RDC relève les défis. Or, cher Denis, nous avions publié un article au Grand Journal où on disait que la RDC n'a pas de minéraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur le territoire congolais des raffineries, par exemple, qui sont capables de transformer des minéraux et de les disponibiliser dans les warehouses, comme on le dit en logistique, oui. Dans les entrepôts, pour que les traders viennent acheter. Donc là, ça va poser un problème. Et le problème qui va se poser, c'est quoi? Les entreprises
risque de négocier en faveur du Rwanda, profitant du désordre, du désordre et de l'incapacité. Puisque n'oublions pas, je rappelle encore ici que le motif des menaces de balkanisation de la RDC qui a toujours été avancé par les grandes puissances a toujours été que le pays est trop vaste. La RDC, le gouvernement, il y a absence de l'autorité de l'État, il y a absence du leadership. Le gouvernement de Kinshasa n'est pas à mesure de redéployer son autorité sur l'ensemble du territoire national. Et sur le plan industriel et commercial, la RDC a des déficits. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas d'infrastructure, de voies de communication, etc. Ça, c'est un défi qui va se poser sur le plan commercial. Par exemple, des biens et des services. Là, c'est pour renverser la tendance, c'est-à-dire que pour que nous puissions nous maintenant, pour ne pas dire remplacer le Rwanda, pour que nous puissions vendre nos propres minéraux. Pour que nous puissions vendre nos propres minéraux, puisque nous avons toujours clamé, pourquoi vous achetez chez les voleurs au lieu de venir acheter chez nous. Or, ce qui s'est passé, c'est que le voleur a profité de notre incapacité à nous organiser. Le voleur, puisque nous avons des minéraux, en RDC, nous avons des minéraux dans les sous-sols. Au lieu d'avoir des minéraux dans les entrepôts, voilà. Nous avons des minéraux dans les sous-sols. Le Rwanda s'était organisé en faisant la contrebande, c'est-à-dire qu'en faisant les rébellions, le Rwanda contrôle des territoires, exploite des minéraux et les met dans les entrepôts. Quand les acheteurs arrivent et disent « j'ai besoin de 2 tonnes d'or, j'ai besoin de telle quantité de cobalt, j'ai besoin de telle quantité de coltan », le Rwanda ouvre l'entrepôt puisque le Rwanda a installé des usines sur son territoire. Le Rwanda a l'électricité, le Rwanda peut raffiner, le Rwanda peut transformer. Alors, les traders, quand ils viennent, le Rwanda vend. Nous devons aujourd'hui relever ces défis-là. Voilà, nous devons relever ce défi avec le temps qui court. Quelles sont les autres conséquences? Parce qu'il y a aussi les services, les produits, d'autres produits et services dans le commerce. Les autres conséquences, c'est sur les plans organisationnels et infrastructurels. Vous voyez la situation, ce qui s'est passé au Nord Kivu et au Sud Kivu. La ville de Goma et de Bukavu, par exemple. Lorsque l'armée congolaise a replié, il n'y a pas d'infrastructure, puisque quand une armée replie, fait ce qu'on appelle les replis stratégiques, c'est-à-dire que vous devez avoir dans votre background, donc derrière vous, vous devez avoir, c'est comme dans ces studios. Par exemple, nous devons savoir que si l'incendie se déclenche et que nous ne sommes pas à mesure de sortir par la porte principale, il y a d'issue, du secours que nous devons emprunter pour sortir. Ça n'a pas été le cas. Et alors, l'autre défi, c'est sur le plan des infrastructures, sur le plan organisationnel. J'ai toujours dit que cette guerre, c'est une guerre économique. Or, qui dit guerre économique voit... je parle souvent des armes de construction massive. C'est-à-dire qu'il faut construire les infrastructures en désordre au pays. Il faut construire des infrastructures de manière massive. Ce qui s'est passé à Goma et à Bukavu, c'est que les forces armées congolaises qui devraient se replier n'ont pas eu de voie d'issue. Puisque à Goma, par exemple, il n'y a que l'aéroport de Goma. Et lorsque l'aéroport de Goma est pris par les forces ennemies, ils sont pris en sandwich par les forces ennemies. Donc les FARDC n'ont pas la possibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Quand vous êtes à Bukavu, par exemple, pour quitter la ville de Bukavu, aller dans un autre territoire de la République démocratique du Congo, vous devez entrer au Rwanda avant de ressortir dans un autre territoire. Donc, ça veut dire que vous entrez sur le territoire de votre ennemi. Vous entrez sur le territoire de votre ennemi. Par conséquent, l'armée rwandaise, l'armée congolaise, les FARDC ne peuvent pas faire les replis stratégiques sur le territoire du Rwanda, sur les territoires du pays ennemi, les pays qui nous agressent, qui nous envahissent. Donc, par conséquent, le défi le plus important, c'est la construction des infrastructures. Donc, il faut construire des routes, comme l'exemple que j'ai donné. Nous sommes dans ces studios, si l'incendie se déclare et que nous ne sommes pas à mesure de sortir par la porte principale, il faudrait que nous puissions
sortir par l'issue des secours. Et les issues des secours, on doit les connaître d'avance, que nous avons telle issue de secours à gauche, à droite ou derrière nous, là où nous pouvons sortir pour nous sauver. Donc, ce qui a fait défaut, c'est, vous voyez que quand vous êtes, par exemple, dans d'autres provinces comme en Ituri, par exemple, vous avez des routes qui quittent l'Ouganda, qui relient la RDC, qui sont impeccables. Quand vous êtes du côté de la Grande Barrière, pour les gens qui connaissent la ville de Goma, par exemple, vous avez une route impeccable qui se dirige vers le Rwanda, mais du côté de la RDC, il n'y a pas de route. Quand vous êtes à Bukavu, la seule possibilité que vous avez, c'est d'entrer d'abord au Rwanda avant de ressortir dans des territoires comme aller à Walungu, à Fizi, Baraka, etc. Donc vous entrez d'abord. Donc le gouvernement congolais doit relever les défis de la construction des infrastructures pour montrer sa capacité d'organisation, pour éviter que le Rwanda ne puisse dire à ses clients, à ses partenaires au niveau international que voilà, aujourd'hui nous sommes tous en crise, nous sommes tous en difficulté. Le pays qui prétend être propriétaire des ressources n'est pas à mesure de les livrer sur le plan international. Ça c'est très important et cher Denis, il faut savoir que lorsqu'on fait la guerre, c'est une guerre économique. Je ne suis pas d'accord avec, par exemple, le ministre des Communications de la RDC, Patrick Mouya, parle du front économique. Non, le front économique n'existe pas. Il n'y a que la guerre économique qui existe. Imaginez-vous que les puissances occidentales étaient en mesure de venir en Afrique, lors de la traite des Noirs, prendre les êtres humains, donc déporter les populations entières, les amener aux Amériques pour aller travailler pour eux. C'est-à-dire, s'ils sont en mesure de venir vous déporter sur vos territoires, à combien plus forte raison venir prendre les ressources qui sont des biens qui n'ont pas la même valeur que les êtres humains. Vous savez qu'à l'époque de la colonisation belge, par exemple, toute personne qui n'était pas capable d'exécuter les tâches que les colons lui donnaient, on coupait les mains, on coupait les pieds. Ça veut dire que les États sont en perpétuelle puissance, en perpétuelle guerre économique pour la survie. D'ailleurs, il y a un chercheur britannique, Darwin, qui l'a dit, qui parle de la survivance des forts et la disparition des faibles. Donc si vous êtes puissant, c'est-à-dire la guerre économique, c'est une guerre qui existe en perpétuel. Les États se battent pour la conquête des ressources, pour la conquête des richesses, pour en jouir et les conserver. Donc vous pouvez être pris en captivité. On a vu ça depuis l'Antiquité. L'histoire de l'humanité n'est constituée que des guerres. Donc ne parlez pas du front économique, il faut parler de la guerre économique. Voilà, on a vraiment besoin de suivre Eric Mwamba, le grand éditeur, puis le patron des grands journaux. Mais le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de continuer, mais quel est le mot de conclusion par rapport à ces conséquences, bien sûr, de la victoire de la RDC sur le Congo au point diplomatique? Je pense que, cher Denis, il faudrait que nous soyons réalistes. En politique, il faut être réaliste. En politique, c'est comme dans le management, c'est comme dans la gestion. On gère le pays, on doit être conséquent envers nous-mêmes. Moi, je propose qu'on puisse séparer les choses. Par exemple, sur le plan sécuritaire. Pour résoudre le problème sécuritaire au Congo, il faut faire la sous-traitance, ce que je pourrais appeler la sous-traitance militaire. Vous savez qu'il y a des pays, des grandes puissances qui n'ont pas d'armée, mais qui font sous-traiter la sécurité à travers les accords de défense auprès d'autres puissances, auprès d'autres États. La RDC peut faire la même chose en concluant un accord de défense avec un pays de préférence qui n'a pas un passé colonial avec la RDC ou avec l'Afrique. Par exemple, il y a des pays comme la Corée, par exemple, qui sont des puissances militaires. La Russie, par exemple, qui sont des puissances militaires auprès desquelles ou de qui la RDC peut sous-traiter
la sécurité, par exemple, en particulier la sécurité de l'Est, ou bien au niveau de... Nous avons 10 000 kilomètres de frontières. Donc, cette sécurité physique de nos frontières peut être sous-traitée d'autres pays, d'autres États. Les fonds, ce n'est pas un péché. Ça, c'est un des deux. Si on réussit à faire ça et qu'on a la paix, on a la calmie, on peut maintenant créer une armée de génies. C'est-à-dire, au lieu de faire l'armée des fantassins, nous pouvons faire une armée de génies. C'est-à-dire former des médecins militaires qui pourront être utilisés dans les paradis, dans les déserts médicaux. Par exemple, la plupart des puissances occidentales sont des déserts médicaux. Par exemple, les États-Unis ont un déficit du personnel médical. Le Canada a un déficit énorme sur le plan du personnel médical. Des pays comme la France, des pays comme l'Italie, bien d'autres pays occidentaux qui ont des hôpitaux et des équipements sophistiqués ont un problème de personnel. Donc, la RDC peut former une armée composée de médecins, par exemple, qui peuvent être déployés dans ces pays pour résoudre le problème de ces pays et constituer en même temps les yeux et les oreilles de la RDC sur le plan des renseignements. On peut faire la même chose pour les architectes, par exemple, former des militaires, des architectes, des militaires informaticiens. Donc, on peut former une armée de génies sur le plan technique qui va contribuer à la construction non seulement du Congo, mais aussi de l'Afrique et du monde. Et à ce moment-là, nous sommes sécurisés. Au lieu, vous voyez par exemple, cher Denis, depuis la loi sur la programmation militaire, on dépense 1,5 milliard de dollars chaque mois pour donner à l'armée, mais ça nous sert à quoi? Puisque avec la débâcle qu'on a connue, par exemple, au sud et nord Kivu, imaginez-vous si on avait injecté cet argent dans la construction de routes, la construction des logements sociaux, la création des industries, par exemple des raffineries, qui vont raffiner notre pétrole, qui vont raffiner nos minéraux sur place. Si on avait injecté cet argent dans le développement de l'agriculture, si on avait injecté cet argent, par exemple, dans la production de l'énergie pour industrialiser, combien on aurait gagné? Puisqu'il faut savoir qu'il faut faire aussi ce qu'on appelle en relation internationale les soft power. C'est-à-dire, nous allons attirer le respect d'autres puissances par notre capacité d'organisation, par notre capacité à influencer, par notre capacité à résoudre le problème d'autres pays. Par exemple, cher Denis, pour finir, le temps qui nous est imparti étant très précieux, pour finir, cher Denis, je pense qu'il faut que la RDC pense aussi à s'occuper des problèmes du peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple qui vit confiné sur un petit territoire, qui n'a pas de ressources. Nous deviendrons une grande nation si nous prenons aussi en charge le problème du Rwanda. Par exemple, la RDC peut décider d'une dotation de 50 millions de dollars, par exemple, à donner, à offrir au Rwanda et à d'autres petits pays voisins, par exemple, de sorte que le peuple de ces pays n'accepteront jamais que leurs États voyous, par exemple, leurs dirigeants voyous puissent nous attaquer. On pourrait avoir l'influence sur le Rwanda ou sur d'autres petits pays voisins, par exemple, dans leurs élections. C'est-à-dire que leur peuple pourront élire des dirigeants capables de vivre en bonne intelligence avec nous si nous nous occupons des problèmes de ces pays. Ça, je crois que nous devons en parler. Ça, c'est très, très intéressant. Merci, Eric Mwamba. Merci, amis internautes. Vous avez passé un bon moment de télé avec nous. INUS24 en collaboration avec Grand Journal. Et vous savez, c'est toujours le top de la ville de Melbourne. Nous vous disons à la prochaine et merci encore une fois, Eric Mwamba. Merci, cher Denis, et à bientôt pour la prochaine émission. Vous êtes l'habitué. D'ailleurs, cette collaboration restera... Ça, c'est notre studio. C'est notre maison. Notre maison. Voilà. Merci beaucoup.